d'alliance entre les deux pays. Que dire de la dépendance extrême dans laquelle la Russie s'est placée vis-à-vis de la Chine? De tout cela, nous devons tenir compte. À cela s'ajoute la guerre en cours au Proche et Moyen-Orient, qui porte et portera son lot d'instabilité et d'embrasement possible à nos frontières, avec un Iran aux capacités nucléaires et balistiques non encore détruites. Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Sur cela, je reviendrai dans les prochains jours. Quant à nos alliés américains, qui eux-mêmes modernisent leur arsenal, ils jouent depuis 1945 et continueront de jouer un rôle clé dans la défense de l'Europe. Nous leur en savons gré. Et au plan de la dissuasion, ils participent directement à notre protection avec la mission nucléaire de l'OTAN. Mais leur récente stratégie nationale de sécurité et de défense manifeste un réagencement des priorités américaines et une incitation forte à ce que l'Europe s'occupe plus directement de sa propre sécurité. Il nous faut entendre cette invitation à prendre davantage en main notre destin. Et comme vous le savez, je ne dis pas autre chose depuis le premier jour de mon premier mandat. Il y a par ailleurs une autre caractéristique de la période que nous vivons. Dans l'atmosphère d'anomie actuelle, nous assistons à la fois à un renforcement du risque que les conflits franchissent le seuil nucléaire, mais aussi dans le même temps à une intensification de la conflictualité sous ce seuil. Et cela a des implications très directes pour nous. Le risque de franchissement est plus grand, d'abord parce que les conflits impliquant des puissances dotées, des États possesseurs ou proliférants s'accroissent. N'a-t-on pas vu tout récemment des explosions de violence impliquant l'Inde, le Pakistan, l'Iran, Israël? N'a-t-on pas vu aussi des comportements irresponsables, de la Russie en particulier, avec une modification de sa doctrine cousu main pour menacer l'Ukraine, une banalisation du discours sur l'arme, des officiels qui agitent des menaces inconsidérées, des tirs de missiles du haut, comme l'Oreshnik, à proximité des frontières européennes. Tout cela est un changement majeur qui rend plus tangible le risque de franchissement. Dans le même temps, les puissances nucléaires, comme la France, doivent aussi s'accoutumer à la possibilité de conflits majeurs sous le seuil nucléaire dans leur environnement immédiat. N'a-t-on pas vu ces derniers mois des salves de missiles tomber sur des puissances dotées ou des États possesseurs? L'Europe pourrait un jour se trouver dans une position similaire. Pour gérer ce genre de situation avant qu'elle ne franchisse le seuil nucléaire, il faut des capacités spécifiques. L'alerte avancée pour détecter les menaces, la défense aérienne élargie, compris, c'est que les Européens reprennent le contrôle de leur propre destin. N'oublions pas, tout ceci étant dit, qu'au-delà de la comptabilité des arsenaux et des architectures de sécurité, il y a une dimension éthique à ce dont nous parlons. L'arme nucléaire a sa charge d'épouvante. Ces questions morales ne se résument pas aux lois d'airain de la stratégie, avec ses logiques désincarnées. Il n'est que juste qu'une telle arme continue de susciter une discussion de raison pour en limiter l'usage, l'encadrer et préserver l'objectif à terme d'un monde sans armes nucléaires. Cela doit rester notre horizon. Il n'est que juste aussi de militer avec persistance en faveur des usages pacifiques de l'énergie atomique. C'est tout l'esprit du TNP. Et la France est en bonne position pour promouvoir à cet égard le nucléaire civil. Après tout, quel autre pays repose sur cette énergie comme nous? Dans son discours sur la dissuasion nucléaire, Emmanuel Macron dresse un constat clair: le monde entre dans une nouvelle ère stratégique, plus instable et plus imprévisible. Entre la modernisation des arsenaux par la Chine, la Russie ou encore l'expansion nucléaire en Asie, le président français insiste sur un retour des logiques de puissance. Mais son message dépasse la simple défense militaire. Il appelle surtout les Européens à reprendre le contrôle de leur propre sécurité, dans un contexte où les OTAN et les États-Unis réorganisent leurs priorités stratégiques. Cette vision rappelle la pensée du général Charles de Gaulle, pour qui la dissuasion nucléaire devait garantir avant tout l'indépendance nationale et la capacité d'un peuple à décider seul de son destin. Car derrière les équilibres militaires se cache une question profondément philosophique. Comment préserver la paix grâce à une arme capable de destruction absolue? Comme l'écrivait le philosophe Raymond Aron, la dissuasion repose sur un paradoxe: maintenir la paix par la peur de la guerre.
Ainsi, ce discours ne parle pas seulement d'armes ou de stratégie, mais d'un choix civilisationnel, celui d'une Europe qui doit apprendre à être puissance pour rester souveraine. Mets ton avis en commentaire, car ici chaque avis compte. L'énergie nucléaire qui permet de produire 70% de notre électricité. Une énergie décarbonée à bas coût qui rend notre pays attractif. C'est ce qui fait que la France sera pleinement légitime pour organiser à Paris, le 10 mars prochain, un sommet pour encourager le développement de cette énergie, ses usages et son financement. Tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.